puis je vais me présenter, mais très brièvement, Oui. Parce que ce qui nous occupe, c'est pas particulièrement moi, mais surtout ce qu'on va faire avec la formation professionnelle. Donc je suis Amélis, je suis effectivement à la tête de RH Elmore, qui est une société de DRH à temps partagé, de DRH de transition, mais aussi de tous les conseils, et en formation et développement des compétences. Nous travaillons donc avec Laurent et Joss particulièrement sur ce sujet-là, parce qu'il y a des vraies problématiques du coût de la formation, et donc comment faire de ce coût, non pas une charge, mais plutôt une opportunité. Et aller chercher derrière comment optimiser tous les financements qui existent, et Dieu sait qu'il y en a. Beaucoup plus qu'on pourrait le penser. Je vais vous refaire quelques rappels chiffrés, rapides, pour avoir en tête. La contribution obligatoire des entreprises en matière de formation, c'est 1% de la masse salariale. Les entreprises se doivent de verser 1% de la masse salariale. C'est un coût. Ça sert à un tas de choses, on le verse aux OPCA, et ce serait bien dommage de ne pas profiter d'aller chercher des financements de cet argent que l'on verse tous les ans. En 2014, c'est toujours un peu long d'avoir des chiffres sur la formation. Bonjour, vous pouvez m'entendre ? Bonjour. Bien, merci. Le taux d'effort moyen pour une entreprise, en fonction de sa taille, ça va pour les plus modestes de 1,30% de la masse salariale qui est la formation, et pour les plus grandes, on s'arrête à plein fond, on est plutôt à 2,5%. Donc ça représente quand même une enveloppe qui est non négligeable pour l'entreprise. Et il faut, encore une fois, quand l'entreprise dépense de l'argent, c'est bien qu'elle y retrouve soit une efficacité professionnelle, soit qu'elle puisse avoir un retour sur investissement financier. Et puis, il y a une nouveauté qui dit qu'aujourd'hui, on ne négocie plus la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, mais on négocie la GPP. Et ça a toute son importance parce qu'on a enfin pris conscience qu'il fallait s'intéresser au parcours professionnel et non pas juste aux compétences à acquérir. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une projection à avoir sur qu'est-ce qu'on fait de nos salariés dans leur parcours dans l'entreprise. Pas seulement à un instant T, mais plutôt dans la durée. On va faire très vite. Je pense que vous êtes tous très au fait des dispositifs qui existent. Le plan de formation, le DIF CPF, qui va encore probablement changer, la période de pro, les actions collectives grâce aux OPCA. Donc ça, c'est tout ce qu'on connaît. Et puis, on a des dispositifs émergents. Alors, certains qui sont un peu plus anciens que d'autres, le e-learning et les MOOC. Tout le monde est à l'aise avec tout ça, avec tous ces termes-là. Est-ce que ça recouvre et de quoi on parle derrière? C'est bon? Évidemment, nous avons un nouveau gouvernement. À chaque nouveau gouvernement, il y a des choses qui changent dans la formation professionnelle notamment. Aujourd'hui, ce qu'on va découvrir ensemble, c'est ce qui existe à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de projection sur ce que pourrait être de nouvelles lois, une nouvelle réforme de la formation professionnelle ou des ordonnances qui pourraient sortir. C'est-à-dire que c'est au 21 septembre 2017. Alors, comment on fait pour les optimiser, nos financements? On verse nos contributions à l'OPCA. Il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs moyens. Le premier, évidemment, et le plus simple, c'est d'analyser le plan de formation. Le second, et ça demande un effort pour les entreprises, c'est d'anticiper. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement regarder l'année en cours ou celle à venir, mais il faut aller beaucoup plus loin. Et pour ça, il faut faire preuve d'un petit peu d'imagination et essayer de, entre autres, quand on anticipe ses besoins, c'est aussi recruter et intégrer différemment ses collaborateurs. Construire des parcours individuels, ça permet d'aller chercher de meilleurs financements. Et aussi et surtout, et ça c'est extrêmement important, on développe les partenariats avec toutes les parties prenantes de la formation. On a les OPCA, on a les branches, on a les syndicats, on a les organismes de formation, on a les régions, on a les départements. On a tout un tas d'intervenants autour des entreprises, des écoles, qui permettent justement de mieux élaborer son offre de formation en interne, mais aussi de mieux la financer. On y va?
Alors, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, si vous souhaitez intervenir, poser des questions, il peut y avoir des choses qui ne vous paraissent pas aussi évidentes qu'elles me paraissent à moi. Vous m'interrompez et puis ça va, on échange au fur et à mesure. Est-ce qu'on aura ce support après? Bien sûr. Donc le plan de formation, c'est ce que je disais, pour l'analyser, alors je disais tout à l'heure, il faut anticiper, mais aussi rétrospectivement, il faut regarder ce qui s'est passé sur l'année en cours, sur l'année passée, et aussi parfois à N+2. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir aussi, de se rendre compte qu'il peut y avoir des récurrences dans le type de formation, avec des volumes qui sont importants. On a tout ce qui est bureautique, ça c'est très facile, on les identifie facilement. On a les langues, on a des formations cœur de métier. Si ce sont des formations qui régulièrement, je vais prendre quelques heures de formation, je vais prendre quelques heures de formation sur Excel parce que je ne suis pas à l'aise, et que ça revient sur quelque chose de beaucoup plus récurrent, et chaque année, et il y a 2 ans c'était pareil, il y a 3 ans c'était pareil, très souvent on se rend compte qu'on peut aller chercher plus DIF CPF, parce que ce sont des formations qui sont très faciles à certifier. Ou alors des actions collectives sur les cœurs de métier. Les OCA proposent des prises en charge d'actions collectives, des petits catalogues soit à moindre coût, soit parfois même gratuitement sur les cœurs de métier de la fédération ou de l'OCA, quand ce sont des OCA de branches spécialisées. Qu'est-ce qu'on identifie aussi des populations ou des individus récurrents? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut avoir une assistante administrative, par exemple, et on se rend compte que depuis 2-3 ans, elle suit un certain nombre de formations qui pourraient, finalement, mises bout à bout, rentrer dans un parcours beaucoup plus qualifiant, diplômant, certifiant, etc. Et que si on les avait rapprochés dans le temps, on aurait pu aller chercher une certification, un diplôme, un titre, et qui aurait pu être financé. Donc pourquoi on regarde rétrospectivement? Parce que ça permet d'identifier un certain type de population ou de métier, ou un individu en particulier, et qu'on peut aller chercher soit sur la période de professionnalisation, soit encore et toujours le CPF ou des CQP de branche ou interbranche. C'est quoi le CQP? Le certificat de qualification professionnelle. Donc c'est un certificat particulier, mais qui est propre à des branches, donc très technique, et proposé par les branches professionnelles. Il existe quelques CQP interprofessionnels très généraux, et c'est plutôt d'ordre technique, même si ça tend maintenant à aller un peu sur le management et les métiers support. Donc aller identifier les récurrences. Donc bien analyser les plans qui sont passés pour pouvoir mieux bâtir les suivants. Quand on va chercher l'objectif de la formation, à quoi elle sert la formation? Ça peut servir à développer les compétences sur le poste, ça c'est facile. On connaît, on maîtrise très bien. Pour cela, on a le plan de formation et les actions collectives. Je vous donne un point de vue très global et on va balayer les différentes actions. Un accompagnement à la mutation du poste. Qu'est-ce qu'on entend à mutation du poste? La mutation du poste, ça peut être, par exemple, dans une industrie, on change complètement le process technique. C'est-à-dire que le poste n'existe plus en tant que tel, il va complètement se transformer et va nécessiter non pas seulement que de la formation pour développer ses compétences, mais de devoir complètement réapprendre un nouveau process. On peut aller chercher du financement via le CPF, via des CQP, puisqu'on change de métier, donc on va aller se recertifier, se requalifier. L'AP Pro, bien évidemment, mais on peut aussi, dans certains cas, en fonction de la situation de l'entreprise, aller chercher des financements de la région. J'y reviendrai tout à l'heure un peu plus précisément, mais la région a des enveloppes financières dédiées à des actions de formation pour les mutations de poste et les mutations technologiques. On ne le sait pas toujours. Ça, c'est chaque région, peu importe. Exactement. Il y a des régions, alors en général toutes les régions en ont, et elles ont plus ou moins des actions prioritaires ou des enveloppes plus ou moins importantes en fonction des régions. Ce sont des demandes individuelles ou c'est le chef d'entreprise qui fait la demande à la région? C'est le chef d'entreprise. Dans les cas que moi j'ai rencontrés, c'est le chef d'entreprise qui se rapproche de la région pour savoir comment faire, parce qu'il est face à des difficultés souvent. Là, j'ai des difficultés de transformation ou des difficultés tout simplement économiques. Qu'est-ce que je fais avec ceux qui restent? Parce que de toute façon, ça va se transformer. Aidez-moi.
Donc la région est là pour aider les entreprises. Ouais, mais est-ce que c'est mobilisable en dehors des cas de difficulté? Parce qu'on peut l'entendre, hein, quand c'est voilà, mais ce qui serait bien, c'est que ça soit jouable avant d'être en difficulté. dans la nécessité, parce que la mutation de poste, elle peut être tout le temps. Tout le temps, tout à fait. Et ça, c'est pour ça qu'il faut se rapprocher de la région en amont, justement. Alors, je parlais des difficultés économiques parce que c'est ce qui est le cas le plus fréquent. Bien sûr. Mais il y a aussi quand il y a des difficultés de recrutement majeures sur des métiers qui sont tendus, pointus. On rencontre dans le Grand Est des difficultés de recrutement sur les chauffeurs poids lourds. Donc il peut y avoir des enveloppes débloquables pour aller chercher des personnes à former, pour développer en interne des formations de chauffeurs poids lourds. Donc il existe, c'est souvent quand même malgré tout, la difficulté de l'entreprise sur un point de donné sur de la compétence. Donc mutation de poste, des métiers tendus, difficilement recrutables. Je prends les chauffeurs poids lourds, mais il en existe d'autres. Ça peut être des populations à faible qualification, des recrutements en masse de populations à faible qualification. Et la région intervient pour aider les entreprises dans l'emploi de ces salariés difficilement employables et vient débloquer des enveloppes financières de formation. C'est évidemment en fonction des situations précises de l'entreprise et des régions. Et la chef d'entreprise peut cumuler les financements de la région, le CPF. Alors, il y a toujours évidemment des seuils parfois ou des plafonds de prise en charge, mais ça peut être cumulable, sous réserve que ce soit finançable par d'autres dispositifs. L'accompagnement à la mobilité interne sera plutôt traité via des périodes de professionnalisation, toujours le CPF. Alors, le CPF, dès qu'on est sur quelque chose de long, certifiant diplômant, il est facilement mobilisable. Encore faut-il avoir la certification. On peut aussi jouer pour trouver des financements sur le mode de participation des salariés à la formation. On en a plusieurs. On peut aller jouer sur l'interne et l'externe. On dit toujours, voilà, je fais appel à de la formation externe parce qu'on n'est pas nombreux, parce que j'ai pas d'experts dans l'entreprise, parce que ce sont dans les habitudes et qu'on ne pense pas forcément avoir des formateurs internes. Le formateur interne, il a plusieurs avantages. Un, il coûte beaucoup moins cher qu'un organisme externe. Deux, sur de la formation technique, il est beaucoup plus au fait des process de l'entreprise. Et il y a aussi et surtout une reconnaissance du salarié qui fait qu'on a une performance sur la formation. Et cette reconnaissance fait qu'on a des formations qui sont souvent, sur des métiers techniques, plus assimilables par les collègues de travail, puisque c'est un pair finalement qui va venir former d'autres. Il peut y avoir pour ça, évidemment, les assistés à une formation externe. Ils emmagasinent du savoir, de la connaissance, de la compétence, qui vont ensuite aller prêcher la bonne parole en interne. Ça permet de redéployer de façon plus rapide et moins formelle à l'ensemble des salariés concernés. On peut jouer aussi sur le présentiel et sur le à distance. On l'a vu tout à l'heure, le e-learning. Il y a aussi tout ce qui est MOOC. Donc ça, c'est une grande mode. Ils sont extrêmement intéressants. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de sites qui proposent des MOOC. Il y a des qualités diverses et variées dans ce qui est proposé. Ça nécessite d'aller bien chercher ce qu'attend le salarié. Et ça nécessite que ce salarié ou ces salariés en question soient eux aussi capables d'absorber ce type de formation. Donc il y a une rigueur, un investissement personnel, puisque ça se fait dans la durée, et que ce ne soit pas, bâclé par le salarié sur tous les aspects. Donc ce sont encore les balbutiements, et il y a un petit peu de tri à faire avant de l'utiliser de façon vraiment démultipliée. Mais ça peut servir sur juste de la captation de connaissances sur des points très précis, très pointus, et qui peuvent justement éviter que le salarié aille suivre des heures et des heures de formation. On en trouve beaucoup des gratuits ou des pas trop chers. Ça peut permettre justement aussi de faire baisser la note en termes de formation. C'est bon ?
Alors, là, on a vu ce qu'on avait fait. Maintenant, on va voir ce qu'on va faire demain. Et puis après-demain. Et puis le mois prochain. Alors, il y a 2 questions essentielles à se poser en entreprise. C'est demain, comment évoluent mes métiers? Et ensuite, en fonction de cette évolution, c'est est-ce que j'ai en interne les compétences nécessaires pour aller sur ces métiers-là. Donc évidemment, on s'interroge sur les compétences que l'on a, que l'on va transformer, c'est-à-dire les gens qui ont juste besoin d'être accompagnés dans leur développement. Celles qu'il faut acquérir, les personnes qui n'ont vraiment, pour le coup, c'est pas juste développer ce qu'ils savent déjà, mais il faut aller chercher vraiment des compétences qu'ils n'ont pas. Et enfin, il y a celles qu'il faut capter parce que, pour le coup, on ne les a pas. C'est-à-dire qu'on identifie des métiers qui n'existent pas aujourd'hui, mais qui vont exister demain. On a beaucoup sur des métiers d'automatisation, sur des métiers de digitalisation, quels que soient les secteurs d'activité, sur des process particuliers, parce qu'il y a la dématérialisation d'une certaine façon, il y a des prototypes ou de la petite série qui se fait par rapport à la grande série, beaucoup de personnalisation sur des tas de choses, d'objets qui nécessitent justement des savoir-faire qui sont différents et des modes de distribution qui sont différents. Ça veut dire que beaucoup de métiers de demain n'existent pas aujourd'hui. Alors c'est difficile à anticiper, mais néanmoins, il faut se dire, il faut se projeter et dire ces métiers-là n'existent pas. Est-ce qu'on va les former? Est-ce qu'on va les recruter d'emblée avec les compétences qu'ils ont déjà? Est-ce que j'ai en interne des personnes qui sont capables de devenir ces métiers de demain ou pas? On va mobiliser évidemment ce qu'on a vu auparavant, je reviens pas dessus, les différents dispositifs en fonction de type de parcours qu'on va aller chercher. Si on doit aller recruter de la compétence. Alors pourquoi on va parler de recrutement dans la formation? Me direz-vous, on n'est pas là pour parler de recrutement, parce qu'on se demande comment on fait pour optimiser nos financements. Eh bien, quand on recrute, voilà. Donc c'est ce que je vous disais, on va mobiliser, je vais aller un petit peu vite, l'ensemble des dispositifs, des contrats de pro, les périodes de pro. Je viens un petit peu sur cet aspect-là, le tutorat, le reverse mentoring. C'est de la formation, ça ne s'appelle pas comme ça. Néanmoins, les salariés acquièrent de la connaissance, du savoir-faire qui est fait par les anciens. Le reverse mentoring, est-ce que ça vous parle? Non. Alors voilà, c'est ce qui émerge tout doucement avec les nouvelles générations qui arrivent dans l'entreprise et les anciens. C'est-à-dire, c'est qu'on a du tutorat, les anciens tutorent les jeunes ou les nouveaux, pas forcément jeunes, mais en tout cas les nouveaux dans l'entreprise. Le reverse mentoring, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les nouveaux dans l'entreprise vont venir apporter ce qu'ils savent faire aux plus anciens. C'est-à-dire qu'ils vont apporter pour les jeunes et la nouvelle génération tout ce qui est outils informatiques, digitalisation, etc. Mais ça peut être autre chose. Ça peut être des modes de fonctionnement, des organisations différentes. Ça peut être du travail fait d'une autre façon avec d'autres matériaux, d'autres matériels. Et c'est comment la personne jeune, nouvelle dans l'entreprise va bien apporter son savoir-faire à elle, son expérience aux plus anciens. Ça peut se faire de façon assez informelle, mais ça peut aussi se faire de façon beaucoup plus formalisée. Quand les différents protagonistes sont prêts à entendre ce qui vient de l'autre et permettent de faire de la formation non formalisée. Et ça coûte pas très cher. Et le recrutement. Nous y voilà. Comment on va optimiser ces financements de formation? Quand on recrute, on est à la recherche d'une compétence, enfin de plusieurs compétences. On a un profil de poste, on a des cases à cocher, avec des diplômes, avec des compétences, des savoir-faire, des savoir-être. Et puis en face, on a des candidats, où il n'y a pas toujours toutes les cases à cocher. Et il existe des dispositifs de financement, de mise à niveau des compétences. C'est-à-dire qu'on peut choisir de dire, moi je ne trouve pas la compétence.
mais je suis prêt à recruter quelqu'un qui n'a pas cette compétence et qui va l'acquérir par des actions de formation. Donc il existe deux modes par Pôle emploi en fonction de la durée du contrat qui est proposé, mais qui, dans le financement, dans les plafonds de prise en charge, sont identiques. Ce sont des actions qui sont préalables au recrutement ou préalables à l'intégration dans l'entreprise. C'est-à-dire que pendant cette période de formation, Pôle emploi va former le futur salarié qui n'a pas un statut de salarié pendant ce temps-là, mais un statut de stagiaire de la formation professionnelle, que ce soit des formations internes à l'entreprise ou des formations externes, avec des prises en charge, en fonction de si c'est de l'interne ou de l'externe, qui sont plus ou moins élevées, et qui vont permettre au salarié qui n'a pas toutes les compétences requises d'aller chercher ce qui lui manque avant de commencer à travailler. Ça pourrait être quoi comme exemple? Un Ça jeune peut qui- être un jeune, je dis n'importe quoi, qui fait du dessin industriel, mais à qui il manque un logiciel. C'est-à-dire qu'il ne va pas maîtriser un type de logiciel pour pouvoir répondre au poste. L'employeur dit, de toute façon, je n'ai pas d'autres candidats, celui-ci est celui qui présente le plus d'adéquation avec mon poste, mais il manque quelque chose. Le candidat, sous réserve qu'il soit inscrit à Pôle emploi, évidemment, va montrer la promesse d'embauche à Pôle emploi en disant, ils sont OK, ils veulent bien m'embaucher, mais moi, j'ai besoin d'aller suivre une formation sur tel logiciel. Ça prend 3 jours, est-ce que vous financez? Et Pôle emploi intervient sur l'une de ces actions. Mais il n'est pas embauché par l'entreprise, mais qui paye son salaire. Il est toujours chez Il moi. est payé par Pôle emploi. D'accord. Alors en fonction, après s'il est indemnisé ou pas, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est très bien expliqué sur le site Pôle emploi. Il est pris en charge par Pôle emploi. Sa formation est prise en charge par Pôle emploi. Une partie, oui. Une partie. C'est plafonné. Donc après, ça dépend des coûts de la formation, mais ça peut aller jusqu'à 3 000 et quelques euros de financement. Pour celle-ci, donc pour les CDD les plus longs et les CDI, c'est cumulable avec les prises en charge au cas, en fonction des formations qui sont nécessaires. Donc, pourquoi on parle de recrutement? Parce que parfois on a besoin de former, même si on vient juste d'embaucher. La deuxième forme de recrutement qui est un petit peu différente, mais qui quelque part s'y apparente, c'est qu'il faut se dire je vais aller chercher un potentiel plutôt qu'une compétence. C'est-à-dire que là, si on coche, c'est même pas qu'on ne coche pas toutes les cases, c'est qu'on ne coche pas les cases du tout. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est dire, ben voilà, se rapprocher de Pôle emploi. Très souvent, ce sont sur des volumes. C'est-à-dire, je vais recruter, on va prendre l'exemple du chauffeur poids lourd, je vais recruter 10 chauffeurs poids lourds, mais je n'en ai pas. Pôle emploi, aidez-moi. Donc Pôle emploi a tout un dispositif, et c'est valable dans toutes les régions, de recrutement par simulation. Qu'est-ce que c'est? C'est elle se rapproche de l'entreprise, elle dit de quoi avez-vous besoin? Voilà, j'ai des tests qui existent de psychotechnique, de manipulation, de tout ce qu'on veut, plus ou moins technique. Soit elle a en catalogue, soit elle n'a pas et elle crée avec l'entreprise les tests nécessaires pour aller chercher et détecter le potentiel du candidat. Une fois que ce potentiel est détecté, l'entreprise embauche sous le format qu'elle entend embaucher, un CDD, un contrat de pro, un CDI, et va ensuite, pour le coup, elle intègre le collaborateur dans ses effectifs, et ensuite, l'entreprise forme le salarié. Et on rentre dans les dispositifs qu'on a vus auparavant, soit de contrat de professionnalisation, soit de CDD, CPF, pour aller chercher, par exemple dans le cadre d'un chauffeur poids lourd, le permis et une formation plus longue. Donc là encore, c'est de dire, j'ai des besoins, j'ai un besoin de compétences à un moment donné, j'ai besoin de faire rentrer un volume de compétences que je ne trouve pas. Et pour ce faire, je vais aller chercher plutôt un potentiel que je vais moi-même former à mon entreprise, à mes besoins, et je vais aller le faire financer. Je l'ai expérimenté à plusieurs reprises, sur plusieurs profils. Ça présente des avantages notables en termes d'image de l'entreprise, puisque ça rayonne au niveau des collectivités locales très souvent.
ça rayonne au niveau de Pôle emploi. Il y a beaucoup de pubs qui est fait, parce que Pôle emploi fait beaucoup de pubs sur ses recrutements par simulation, parce qu'ils essayent de ratisser très large. En interne, c'est extrêmement bien vu par les organisations syndicales, puisqu'il n'y a pas de discrimination par le diplôme, par l'expérience ou quoi que ce soit. C'est très bien vu par les personnes qui intègrent ces nouveaux collaborateurs, parce que justement, ils ont un accompagnement particulier, puisque toute la compétence va être délivrée. Ce sont des personnes qui sont vierges de toute connaissance et de compétences. Et puis, ça a un côté très responsable pour l'entreprise, qui prend aussi soin, justement, de dire qu'il n'y a pas que les qualifiés qui peuvent être intégrés, mais allons chercher les potentiels. J'ai vu des boulangers devenir des régleurs sur ligne expérimentés. Parce qu'il y a un potentiel, parce que parfois on suit un diplôme à un moment donné dans sa vie, et puis on a de l'or dans les mains sans le savoir. Voilà pourquoi on parle de recrutement sur la formation. Parce que là aussi, on peut aller chercher des financements et on peut aller qualifier différemment les salariés. Quand on a accès à ces dispositifs, oui, sur un contrat CDD, il n'y a pas d'embauche nécessaire après? Non. Il n'y a pas d'obligation. Il faut savoir que néanmoins, l'entreprise qui s'engage sur ce dispositif-là sont des dispositifs, et notamment sur le recrutement par simulation avec une formation qualifiante. C'est long. L'entreprise investit du temps, de l'énergie. Si c'est pour ne pas garder les salariés, enfin les personnes recrutées, c'est dommage, parce que ça demande de l'investissement de part et d'autre, et du collaborateur, mais aussi de l'entreprise, parce qu'il y a un petit peu d'ingénierie, il y a un petit peu de suivi. Donc très souvent, les entreprises qui s'engagent sur ce type de recrutement par simulation, c'est parce qu'elles ont un vrai besoin et qu'elles ont envie d'embaucher. Maintenant, sur des durées aussi longues, il y a des conjonctures qui peuvent faire que on avait prévu d'en embaucher 15 et puis on peut en embaucher que 7. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation à l'embauche pour obtenir des aides par Pôle emploi, ou que ce soit financière ou l'accompagnement au recrutement. C'est bon? C'est clair? Et ça nécessite d'anticiper. Parce que comme c'est long et qu'on embauche des personnes qui sont vierges de toutes compétences, il faut avoir un petit peu de recul. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des personnes qui sont immédiatement opérationnelles. Construire des parcours sur mesure. Alors, vous allez me dire, oui, c'est facile. Évidemment, on va faire du CPF, on va faire de la pro, etc. On fait un parcours sur mesure et puis on va se faire financer. C'est long, en général, un parcours finançable, et c'est normé. Donc on se dit, bah oui, je vais aller chercher le diplôme d'assistante juridique, puis ma collaboratrice va retourner à l'école pendant 6 mois et elle aura son diplôme. Alors ça, oui, ça existe, il y en a plein. Néanmoins, toutes les assistantes en entreprise n'ont pas besoin d'avoir reçu tout le cursus de l'assistante juridique. C'est pour ça qu'il est important d'aller faire un état des lieux et, j'allais dire, de customiser en fonction de l'entreprise, évidemment, de ses process. On n'a pas besoin, toutes les entreprises n'ont pas besoin de la même chose, et évidemment du salarié et de ses compétences qui sont déjà acquises ou non. Dans la méthode, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on choisit le titre, la certification, le diplôme, la qualification, qui correspond le plus aux besoins identifiés pour le ou les salariés. Ensuite, on ajoute des modules, c'est-à-dire qu'on va chercher un titre, un diplôme, et ensuite on dit pour avoir ce diplôme, il y a des blocs de compétences à valider. Dans ces blocs de compétences, on va aller évaluer à la fin, l'évaluateur va aller dire est-ce que oui ou non la personne a cette compétence dans la situation de travail. C'est-à-dire est-ce qu'elle est capable de restituer et comment elle met en action ce qu'elle a appris. Ces blocs de compétences, c'est des cases à cocher, encore une fois. Savoir, il sait faire ou il ne sait pas faire, ou il fait en partie. Ça ne veut pas dire que l'entreprise ne peut pas ajouter des modules complémentaires.
qu'elle ne peut pas donner plus que ce que demande le référentiel. La VAE rentre là-dedans. La VAE, alors, la VAE, moi je le mets à part comme le CIF. C'est vraiment une démarche qui est beaucoup plus individuelle et qui, pour le coup, ne rentre pas forcément tout de suite dans le parcours de financement. Ça, c'est une population de postes de travail, c'est ça? C'est par exemple une dizaine de personnes qui ont le même poste, qui ont besoin de Ou pas. Ça peut aussi être sur une personne donnée, sur un individu, sur un seul salarié. Et ça marche aussi à plusieurs. Ça marche sur des populations de 10 personnes, 5 personnes, 5 managers à les qualifier sur un titre de manager de proximité, par exemple. Je vous montrerai après. J'ai mis des exemples parce que ce sera plus parlant. Une fois qu'on a choisi le titre, diplôme, etc., qu'on a choisi, dans les blocs de compétences, on a identifié les modules nécessaires, ceux que l'on veut y mettre ou ceux qui sont dedans, il faut aller trouver les organismes formateurs. Parce que le référentiel ne donne pas toujours, n'est pas toujours attaché à un organisme de formation. Donc il y en a qui sont conseillés, très souvent dans tout ce qui est certificat de branche. Là, il y a des organismes de branche qui existent, mais ils ne sont pas obligatoires. C'est-à-dire que n'importe quelle entreprise peut travailler avec n'importe quel organisme de formation. Voire ne pas dispenser de formation. Et dire on va juste chercher la qualification. Mais il y a une évaluation. Donc il faut s'adjoindre les services d'organismes de formation qui à la fois vont répondre aux compétences à évaluer, mais qui vont aussi répondre à la sensibilité de l'entreprise, à sa personnalité, à ses habitudes de travail, à ses habitudes de formation. Ça peut également être de la formation interne. C'est moins fréquent, mais c'est aussi valable. Et à la fin, c'est ce que je vous disais, il y a un évaluateur externe qui vient évaluer la compétence pour savoir si elle est acquise ou non acquise en situation de travail. Toutes les formations qui vont être dispensées ici, si vous ajoutez des modules, tout est finançable dans la mesure où le titre ou la finalité de la formation est finançable. Donc, quoi que vous mettiez dedans, à partir du moment où ça répond à l'objet de la formation, l'ensemble des modules sera finançable. Et est-ce qu'il y a des grilles, des modèles de correspondance ou finalement, parce qu'on décrète que ce module-là, on le rentre, et ça va nourrir, ça va alimenter un diplôme, il est finançable? Oui, ouais. On va prendre un exemple. J'ai pris un référentiel de la métallurgie, c'est un CQPM. Donc le CQP, c'est un certificat de qualification professionnelle de la métallurgie. On est sur un CQPM de manager d'équipe autonome. Ça peut être tant en unité de fabrication que sur des services support. Ils vont chercher, pour le coup, 9 capacités, 9 blocs de compétences à acquérir. On ne va pas les balayer, mais ça nous donne, il y a 9 capacités professionnelles. Ces 9 capacités professionnelles, il y a des critères observables. C'est-à-dire, c'est ce qu'on va venir évaluer. Pour arriver à ça, on peut très bien avoir 3 jours de formation par un organisme que l'on connaît, comme on peut en avoir tout un tas qui vont venir spécifiquement, là si on a les ressources en équipement personnel, matière, sont identifiées et la capacité de production d'activités prévues est prise en compte. On peut avoir différents modules de formation qui vont répondre à ce qu'on attend du salarié. C'est-à-dire qu'on peut avoir du management, on peut avoir de la logistique, il faut que je sois capable d'approvisionner, de savoir comment approvisionner. On peut avoir tout ce qui est gestion du personnel, puisqu'il faut ici être capable d'avoir la capacité de production d'activité, donc la gestion du personnel. On peut aller chercher tout un tas de modules
en fonction de ce que le métier dans votre entreprise représente. C'est pour ça qu'il est important de personnaliser à votre entreprise. Les référentiels, tels qu'on les trouve souvent, donnent des blocs de compétences et c'est tout. Et surtout sur les CQP, qui sont des CQP de branche. Par rapport à des diplômes, vous avez souvent des programmes très détaillés, mais les titres professionnels, les certificats sont beaucoup plus flexibles et ne donnent que la compétence à acquérir. Pour l'entreprise, il est important d'aller délivrer une formation de qualité. Une formation qualité, évidemment de qualité, mais qualité produit. Pour qu'elle puisse restituer le bloc compétences n'importe quoi 3. Dans la mesure où ça répond et que derrière le critère observable sera bien restitué, le module de formation qualité rentre dans le dispositif et est finançable. On peut avoir sur des managers de proximité un module sur les syndicats. Quel intérêt? Ben, on peut le rentrer dans un critère de communication avec la hiérarchie, faire appliquer les décisions de la hiérarchie et savoir interagir avec son environnement. Pourquoi les syndicats? Parce que le manager travaille avec les syndicats d'une façon ou d'une autre. Parce qu'il doit être à l'écoute de ses collaborateurs, mais il est aussi à l'écoute de la direction. Et il doit savoir se positionner quand il y a parfois des conflits, ou en tout cas des divergences de point de vue. Donc tout ça, c'est propre à l'entreprise en fonction de son fonctionnement, de son organisation, mais aussi de ce que l'entreprise attend derrière du poste et de la compétence attendue. Imagine qu'il y a une quarantaine de managers, d'accord? Oui. Et le service des ressources humaines veut tous les former par rapport à une nouvelle charte de management en interne, Ouais. avec des valeurs, on a bien défini qu'est-ce qui va être ce nouveau manager dans l'entreprise de demain, par exemple. Ouais. Avec la digitalisation, avec le management à distance, etc. etc. Et normalement, on prend les managers pour demander quelles sont vos problématiques actuellement. Et après, on développe un programme de formation par rapport à ça. Et après, on peut faire des organismes de formation sur différentes thématiques pour aussi créer des modules. Tu vois, donc c'est étape par étape. Donc, on n'a pas forcément le programme pour les différents modules, tu vois ce que je veux dire, prêt. Donc, ils veulent faire une formation, je sais pas, de 10 jours sur année 0, plus 10 jours l'année après, donc 20 jours pour ces 40 managers, mais peut-être qu'ils n'ont pas encore le programme. La tu vois. finalité. Donc comment ils font pour avoir ça, pour le faire financer, parce que C'est et combien ils les présentent et à qui pour pouvoir C'est la difficulté, puisque pour avoir un financement, si on rentre dans le détail de comment on monte un dossier de financement, c'est que l'OPCA demande le programme détaillé de l'action de formation dans sa globalité, même si ça prend 12 mois, 18 mois, 24 mois, Oui. et un planning. Alors le planning, je veux dire, on en fait un peu, on l'ajuste forcément, plus les formations sont longues et plus c'est ajustable. Dans le programme, le conseil que je peux donner, c'est qu'il faut s'arranger pour qu'il soit suffisamment précis pour qu'il réponde à ce qui est attendu et finançable, mais suffisamment flou La diplomatie. pour que derrière on puisse l'adapter aux besoins et justement aux évolutions du groupe ou des managers ou de l'entreprise et que ça puisse être du sur-mesure. Encore une fois, il n'y a pas d'organisme de formation. Enfin, ou en tout cas le cas, pardon, plutôt, d'organisme financeur. Oui. Non. Il y a ce qu'on écrit, et puis il y a ce qui se déroule dans la formation. Alors évidemment, on ne va pas aller vendre une formation sur la gestion des instances représentatives et faire 3 heures de macramé. Ça n'a pas de sens. En revanche, ce qu'on met dans la gestion des instances représentatives, ça s'adapte. On y met un petit peu aussi ce dont on a besoin, et peut-être que ça peut être l'histoire du syndicalisme, ce qui en soi n'apporterait pas forcément grand-chose dans l'efficacité professionnelle, comme on peut y mettre la gestion d'un conflit tendu, comme on peut y mettre d'autres choses. Donc tout est dans la subtilité et dans la façon dont on écrit le programme de formation et ce qu'on transmet aux OPCA. Et ça, il faut le mettre comme un long projet. Il ne faut pas le dire simplement en demande ponctuelle, ou demande maintenant, comme dans le cas du plan.
comment est-ce que l'OPCA doit réagir ou Après, le plan, il vit. Donc, c'est toujours pareil. Hein. Moi, j'ai construit beaucoup de plans avec des lignes blanches. C'est toujours annuel le plan, c'est pas. Oui, c'est annuel. Ça, Oui. c'est pas gênant. C'est pas gênant. Les demandes de financement sont vont au fil de l'eau. Le plan va identifier le financement ou l'enveloppe de financement et comment elle est répartie. Ensuite, dedans, si vous avez une enveloppe projet d'entreprise ou développement stratégique à 3 ans, projet d'automatisation, aujourd'hui, vous ne savez pas forcément ce qu'il y a dedans, mais vous pouvez utiliser cette ligne-là pour avoir des dossiers finançables, des accompagnements de transformation sur des métiers donnés, etc. Des blocs de compétences. Je suis en lien avec un organisme qui dispense de la formation classique, mais qui propose aussi, qui a ses certifications, et qui dit dans le cadre de ces certifications, je forme sur la globalité, mais je propose aussi à des entreprises de venir chercher uniquement, on est sur une formation de manager, un bloc de compétences, communiquer au quotidien, optimiser la performance de son service. Ce bloc de compétences, il s'inscrit lui dans une certification qui est reconnue, et dans la mesure où il s'inscrit dans une certification qui est reconnue, il est finançable, même s'il n'y a qu'un bloc. Pourquoi ? Parce que c'est capitalisable. C'est-à-dire qu'une fois que le bloc est acquis, il peut s'inscrire, il est capitalisé, il développe l'employabilité. Donc tout ça pour dire quoi ? Pour dire que, je vous ai pris quelques exemples, pour dire qu'il faut, alors ça demande une certaine gymnastique au départ, mais il faut aller chercher en fonction de ce dont vous avez besoin la meilleure articulation des formations que vous allez mettre sur un parcours. Vous avez besoin d'aller qualifier, il faut aller chercher le mieux. Vous avez un référentiel auquel il faut répondre, et ça, on ne peut pas y couper. Mais ensuite, il faut le personnaliser au mieux. C'est-à-dire qu'il faut sortir un petit peu du cadre et aller chercher avec vos organismes. Et les organismes de formation sont toujours très à l'écoute de ça et s'adaptent aussi adaptent leur programme en fonction des référentiels qui sont donnés. Je travaillais à plusieurs reprises avec des organismes en disant « je vais chercher ça et je dois répondre à ça. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met dedans ?» Alors certains nous donnent un catalogue, on dit non, ça ne correspond pas, et puis d'autres on dit réfléchissons ensemble et adaptons ce qu'on a déjà nous en catalogue pour répondre à vos besoins pour aller chercher la certification. Donc c'est un exercice qui, lors de la première mise en œuvre, n'est pas forcément simple, parce que ça demande, ça fait un effet un peu toile d'araignée. On se demande ce qu'on va aller chercher, où est-ce qu'on va aller chercher, et c'est pour ça qu'il est important d'avoir des partenaires et des interlocuteurs qui sont au fait de tous ces types de financement. Et l'offre, il vient quand alors ? Après discussion avec les organismes ou Ça dépend. D'accord. Ça dépend de... ils peuvent venir en amont, ils peuvent venir pendant. En aval, en général, c'est qu'on n'a pas des relations très étroites avec eux et c'est dommage. Et c'est souvent trop tard. Mais l'idéal, c'est en amont et pendant. C'est tout le temps. On va le voir, ça fait partie de vos alliés. Les parcours individuels, pourquoi on construirait des parcours sur mesure, sur des parcours individuels, vous avez tous, de façon plus ou moins formalisée, alors les entretiens pro aujourd'hui, c'est obligatoire pour tout le monde, des revues d'effectifs, des revues de talent, peu importe comment on les apporte, en tout cas, vous avez le moyen de détecter des personnes qui ont envie d'évoluer. Alors évoluer, ça ne veut pas forcément dire toujours aller vers le haut, ça veut dire en tout cas changer, ça veut dire bouger dans l'organisation, et proposer un parcours individualisé, sur mesure, qualifiant. Là, ça permet de donner de la vision au salarié. Ça permet de lui dire, oui, effectivement, tu as besoin, tu as envie de changer, nous aussi, mais ce ne sera pas maintenant. Parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas encore à ce niveau-là.
Et pour ça, il va falloir qu'il y ait un parcours qui peut être plus ou moins long, dire, il faut que tu acquières un certain nombre de compétences. Et tu vas les acquérir sous 6, 9, 12, 24 mois. Et on t'accompagne. Et pour ça, on t'accompagne et on crée le parcours sur mesure dans la durée ensemble. Ça a des effets évidemment très bénéfiques pour le salarié, de motivation, de fidélisation, parce que quand on commence à s'inscrire dans la durée en disant oui, tu as raison, tu as le potentiel pour, et on va t'aider, on a plus de chances de garder cette personne au moins jusqu'à la fin du parcours de formation et quelques mois qui suivent. Et puis c'est de la reconnaissance, c'est-à-dire qu'on peut avoir du personnel qui n'a pas forcément envie d'être augmenté, pas beaucoup, mais il y en a, et qui se disent qu'investir dans un parcours de formation non qualifiant qui va développer mon employabilité ici ou ailleurs, finalement ça me convient aussi, et j'ai envie de m'investir. Et une fois qu'on a identifié, évidemment, on revient à ce qu'on vient de se dire, on a différentes étapes pour aller chercher le parcours qui va bien. Mais les entretiens pro, vos revues d'effectifs, etc., ce sont des outils redoutables pour justement aller chercher les parcours, les personnes qui veulent changer, et pour pouvoir dispenser de la formation qui est finançable. Parce que si on accompagne le salarié, on va le changer de poste, on va le faire évoluer, on va lui dire, tiens, un petit peu de responsabilité, tu vas prendre en charge ce service-là. Ah bah oui, mais moi je suis pas à l'aise sur la gestion du temps et j'ai besoin d'aide parce que j'ai trop de choses en même temps. Donc, allez, viens faire 2 jours ici. Allez, 2 jours de formation. Et puis 3 mois après, bah oui, mais là, la conduite de réunion, quand même, je pourrais m'améliorer. Ah, t'as raison, allez, 3 jours. Et puis, mis bout à bout, finalement, on se rend compte qu'il y a eu peut-être 20 jours ou 25 jours de formation sur les 12 mois passés ou les 18 mois passés. Et que si on l'avait construit différemment, on aurait pu aller chercher un parcours finançable. Et donc, ça, c'est les personnes qui font les entretiens, c'est les RH ou c'est le manager? Parce que... C'est les deux. Ensemble. C'est les deux. Non, c'est les deux. C'est le manager connaît son équipe, identifie. Il y a les entretiens pro. Après, les entreprises l'utilisent différemment, soit les RH, soit les managers. Les managers connaissent leurs collaborateurs. Et puis il y a les RH aussi qui doivent aussi faire, leur travail de revue d'effectifs, de dire est-ce que donc, les RH ne connaissent pas tous les salariés sur le bout des doigts, et doivent aussi interroger les managers. Et à elles, aux fonctions RH, d'aller expliquer, de dire vous avez détecté quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le pousse? Est-ce qu'on le change? Est-ce qu'il y a des envies? Parce que les managers ne sont pas toujours... n'ont pas forcément en tête derrière les parcours. Ils vont dire oui, il va évoluer, il est bien, il faut le pousser. Et vos fonctions RH, je vais aller faire un petit peu l'ingénierie de tout ça, de dire attends, pas trop vite, on va l'aider, on va l'accompagner et on va le construire ensemble. Et il ne faut pas se précipiter. D'accord ? Donc c'est là qu'on vient à tous les partenaires et toutes les parties prenantes que l'on a. Donc surtout, la règle, il ne faut pas travailler tout seul. Pourquoi il ne faut pas travailler tout seul? Parce qu'on ne va pas avoir toutes les informations nécessaires. Et donc vous avez 2 alliés. Vous avez les OPCA. Pour moi, c'est l'allié principal, majeur. Certains sont plus dynamiques que d'autres et plus investis que d'autres. Mais il faut absolument les solliciter au maximum. Les entreprises versent une contribution. Les OPCA sont là pour aider les entreprises à aller chercher les financements qui vont avec. Elles n'ont aucun intérêt, ou ils n'ont aucun intérêt, à faire de la rétention de financement. Et ils connaissent tous les montages, la majeure partie du temps, sur le bout des doigts. Ils ne seront pas normalement avides de conseils pour vous accompagner dans le montage des dossiers. On lui dire, oui, mais moi, à 18 mois, je ne sais pas trop ce qu'on va mettre dedans, ça va dépendre comment le groupe va évoluer. Ils sont aussi là pour conseiller, de dire, le mieux, c'est peut-être d'écrire un programme plutôt comme ça, plutôt que d'écrire différemment. Ils permettent d'avoir des actions collectives gratuites, ça on l'a vu tout à l'heure. Ils ont aussi
pour certains OPCA, des tarifs négociés avec certains organismes de formation nationaux. Et on ne le sait pas toujours. Et il vaut mieux avoir, dans le cas des OPCA interpro, 2 OPCA, c'est-à-dire par exemple AGFOS plus OPCA de branche, ou après il y a plus, comme ça on peut un peu jouer les deux, ou, Il y a les deux écoles. Je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier. Et ça me permet d'aller activer l'un ou l'autre en fonction des parcours à financer. Et puis, il y a une autre école qui dit je mets dans le même OPCA parce que je suis client que de cet OPCA-là et il va y avoir un service plus personnalisé et individualisé parce qu'ils me connaissent et parce que je vais toujours travailler avec eux. Et que forcément, il y aura cette intimité qui va se créer entre l'entreprise et le conseiller OPCA. Comment tu fonctionnais comme ça? Je fonctionnais avec un seul OPCA. J'ai toujours fonctionné avec un seul OPCA. J'ai toujours eu des OPCA et j'ai eu cette chance, et des conseillers qui étaient formidables et qui ont boosté les financements. D'accord. et s'ils sont moins bons, C'est encore une fois, tout est une question de personne. Hein. Parce que l'OPCA, enfin, la marque peut être très bien et puis qu'on ait un conseiller qui soit un peu moins bien. Et l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire avoir un déficit d'image sur la marque de l'OPCA et avoir un conseiller qui soit très actif et dans le conseil. Donc, c'est vraiment lié à la personne. Et le deuxième allié, c'est votre branche, votre syndicat professionnel. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ils vous connaissent par cœur. Ils connaissent vos métiers. Ils savent quelles compétences vous recherchez. Ils ont aussi des observatoires sur les évolutions. Donc, qu'est-ce que vont devenir les métiers de demain? Ils proposent des formations à bas coût. Ils proposent des formations parfois gratuites. Ils font du lobbying. Alors, c'est pas un gros mot. Au contraire, je vais vous parler d'une expérience où c'était un lobbying croisé entre la branche et l'OPCA. Entreprise de plasturgie qui met en place un CQP pour des régleurs sur ligne de fabrication. Cette entreprise dit oui, mais on a un process technique qui n'existe que chez nous. Parce que voilà, les machines, elles sont faites à l'unité et elles sont que chez nous. On veut faire en interne. Hop, 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 hop. Non, à s'occuper, vous comprenez, les organismes de formation, il faut faire vivre tout le monde, etc., etc. Et en faisant intervenir le syndicat professionnel, le conseiller OPCA avec lequel il y a une relation d'intimité, de confiance, dérogation nationale, CQP 100% en interne. Cette dérogation a eu lieu une fois, puisque lors des CQP suivants, ça a été refusé. Donc c'était sous forme de contrat de pro, cette première promotion. Les promotions suivantes se sont faites sous des formats de CDD-CPF. Donc c'était couplé avec des recrutements par simulation, puis formation en interne. CDD-CPF, avec pour le coup des organismes externes, et puis toujours ce problème de process technique. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que notre process technique, il est tel qu'aucun organisme de formation n'est capable de former pour que la compétence observable soit acquise. C'est-à-dire que notre évaluateur, il va venir, le régleur ne sera pas capable de faire tourner la machine, tout simplement parce qu'il ne l'aura pas appris. Comment fait-on? Tout le monde s'est un peu gratté la tête, parce que il faut savoir que dans le CPF, sur le site CPF, quand on va rentrer le dossier, rien n'est prévu pour les formations internes. C'est-à-dire que le CPF ne prend pas en charge les formations internes. Et il y a eu un travail formidable fait par l'OPCA, appuyé par la branche, enfin par le syndicat plutôt, par le syndicat professionnel. Et il a été obtenu de faire changer le site internet national, prise en charge de cette formation en particulier, puisqu'aucun organisme de formation français n'était capable de dispenser cette formation. Ce que je veux dire, c'est que, alors ça demande beaucoup d'énergie, mais surtout, ils sont là pour aider les entreprises. C'est-à-dire que le but, c'était pas de dire non, il n'y a pas question qu'on finance de l'interne, vous vous débrouillez. Le
but, c'est que l'entreprise elle fasse sa formation, qu'elle qualifie ses salariés et qu'elle aille chercher les financements qui vont avec. Plus vous communiquerez avec eux, plus vous les solliciterez, plus vous leur demanderez leur avis et leurs conseils, et plus ils voudront vous aider aussi. Donc ça, c'est vraiment vos alliés majeurs. Et le conseil que je donne à toutes les entreprises que je vois, c'est surtout, voyez votre conseiller au cas, rencontrez-le régulièrement, montrez que vous êtes là, même si vous n'avez pas de besoin, vous l'appelez. Il faut faire un petit peu de relationnel, parce que quand on a besoin, ils peuvent être très puissants. Et vous avez des partenaires. La région et l'Europe, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ils ont des enveloppes pour les mutations technologiques, pour l'embauche, on l'a vu tout à l'heure sur les recrutements par simulation des demandeurs d'emploi, des populations faiblement qualifiées. Il y a des financements mobilisables. Par exemple, cette entreprise embauche, a du mal à trouver de la compétence, elle va embaucher des profils qui sont faiblement qualifiés, on va l'aider. On va prendre en charge une partie de la formation des demandeurs d'emploi, en plus des autres financements locaux. Il y a l'Europe, donc le FSE, je ne sais pas si tout le monde connaît ce dispositif, le Fonds social européen, qui, en fonction des priorités qu'il désigne, peut monter des formations prises en charge, financées par le Fonds social européen. Alors, ça nécessite un petit peu de temps, un petit peu de papier, un petit peu de suivi, mais il y a de l'argent à aller chercher. D'autres combien? C'est variable, c'est vraiment variable, c'est des enveloppes de plusieurs milliers d'euros. Donc tous ces financements, évidemment, c'est pas quand on a presque fini la formation qu'il faut aller les chercher parce que la porte est fermée, c'est trop tard. C'est vraiment en amont, puisque ils débloquent les formations, les financements, plutôt sur devis et sur programme, mais surtout pas quand c'est commencé. Ils ont horreur d'être mis devant le fait accompli. Donc ça demande un petit peu d'anticipation. D'anticipation ou de patience, quand on est prêt à le faire, d'attendre un petit peu et de repartir. Évidemment, les organismes de formation ou les écoles sont aussi vos partenaires, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les organismes que vous connaissez ou qui vous connaissent qui vont vous aider à bâtir les programmes dont vous avez vraiment besoin, qui connaissent aussi les référentiels, qui savent lire entre les lignes de la compétence mobilisable à acquérir. Ils vont venir traduire le référentiel qui permet d'aller chercher le financement. Donc il faut travailler avec eux, il faut pouvoir s'appuyer sur des organismes de qualité et en qui vous avez confiance, justement pour trouver l'écriture du programme qui va convenir pour le montage du dossier de financement, et puis surtout qui va apporter la qualité dont vous avez besoin pour acquérir la compétence attendue, évidemment. Il faut les identifier en fonction des populations que vous avez à former. Ce ne sera pas nécessairement les mêmes. Vous pouvez vous rapprocher des écoles spécialisées ou des organismes spécialisés qui, eux aussi, peuvent mettre en place des parcours spécifiques pour vous. J'ai besoin, maintenant, je sais que dans les 10 ans à venir, je vais former tous les ans 15 personnes sur tel métier. Aidez-nous, créons quelque chose. Créons un parcours spécifique. Et allons chercher, il faut l'adjoindre à une certification, allons chercher du financement avec. Et puis vous avez des partenaires qui peuvent être sur l'ingénierie de formation, qui vous aident sur le diagnostic, sur comment on fait, parce que tout ça c'est bien beau mais c'est compliqué, comment on fait pour monter tout ça, parce que c'est le premier qui coûte, parce qu'il va coûter pour comprendre, il va coûter en temps, il va coûter en compréhension et en relation avec tous ces acteurs à aller chercher. Donc, pour toutes les entreprises qui ne sont pas forcément outillées en interne, qui n'ont pas forcément de ressources, il existe des conseils qui peuvent accompagner les entreprises.
Pour les partenaires, c'est bon? Vous en voyez d'autres? Il n'y a pas d'État, en tout cas. Bah, l'État passe par les régions, plutôt par les régions, les directs. Mais l'État en tant que tel. C'est un partenaire aussi, la directe, pour l'entreprise? Conseiller direct, c'est un partenaire aussi? Oui, La alors la directe va donner, en fait, ils ne financent pas, mais ils vont orienter vers les financeurs, vers les régions, souvent, ou les départements. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'il y a beaucoup de financement à aller chercher. Il faut évidemment de l'analyse, de la réflexion, de l'ingénierie, et ça demande beaucoup d'investissement en temps, je le dis. Le premier peut parfois effrayer. Ça demande du temps. En revanche, une fois que c'est fait, on a des gains qui sont notables. Le premier, le visible, c'est que le coût de la formation, je vais dire, diminue, ou pas. Donc, soit le budget diminue, c'est-à-dire que vous versez, mais vous récupérez beaucoup plus de financement. Vous avez un coût, à la fin, un coût net qui est inférieur. Soit vous dites, moi j'ai un budget, et ce budget, je l'utilise. C'est-à-dire que vous allez démultiplier les formations. C'est-à-dire que pour le même budget, vous allez avoir plus de formations, des formations plus longues, donc avec une meilleure qualification de vos salariés. Elles seront souvent de meilleure qualité, parce qu'une formation d'un jour ou deux, il y a beaucoup d'organismes de formation qui sont capables qui se disent capables de les dispenser. En revanche, quand on commence à être dans la récurrence, dans la durée, quand on s'envoie 2 jours tous les mois pendant 8 mois, quand on s'inscrit sur un programme long avec des compétences et une évaluation, l'organisme de formation ne peut pas faire de la non-qualité. Il ne va pas en faire longtemps. Donc c'est aussi un gage de qualité des organismes. Et puis, un gain, c'est aussi la motivation des salariés. Parce qu'on se rend compte que quand on investit dans la compétence des gens, et qu'on dit « je crois dans ton potentiel d'aller chercher plus loin », et j'investis du temps, de l'argent, du montage de dossiers, de l'ingénierie, etc., pour te faire progresser, pour t'emmener encore plus loin. Donc là, il y a un vrai gain. Pour ce qui est de... je vais vous donner un petit exemple, un chiffre. J'étais dans une entreprise en 2014. On était 35% du recouvrement des financements. C'est-à-dire par rapport à la contribution versée, on récupérait 35% à peu près en financement. Décembre 2016, je vais vous faire rêver, 80%. Pourquoi? Alors pourquoi on passe de 35 à 80? C'est pas toujours vrai, parce que déjà ça dépend de l'histoire de l'entreprise et de ce qu'elle vit aussi dans sa formation. C'est une entreprise qui vivait beaucoup de transformation, donc forcément ça implique beaucoup de formation, des changements de métier, de l'embauche, mais parce que aussi à un moment donné, on s'est vraiment penché sur le sujet. Et que le peu que vous penchiez sur le sujet, vous aurez nécessairement un retour. Ce ne sera pas forcément de 35 à 80, mais même s'il passe de 35 à 45, de 35 à 60, ce gain, il va forcément apporter et démultiplier. On l'a vu, ça va apporter de la performance sociale, mais ça va nécessairement apporter de la performance globale sur l'entreprise, parce que vous allez augmenter le niveau de qualification des salariés. Nécessairement. Dans l'ordre d'idée, ces 80 et quelques pourcents représentaient presque 500 000 euros de financement. C'est la question que je me posais. Presque 500 000 euros de financement. Avec des dossiers à 70 ou 80 000 euros. Sur quelle durée les 500 000? Un an. Un an. Oui, 35 et 80, c'est pareil. Combien de temps en analyse et réflexion ingénierie? Pardon? Combien de temps pour construire ça? La première fois, ça a été long, ça a pris plusieurs mois, parce que c'est un peu une gestation. Hein. C'est un projet, sur ça, en fonction des sujets, bien évidemment. Hein. Quand on va chercher un div CPF sur de l'anglais, c'est pas la même chose que quand on va sur un recrutement par simulation de 15 personnes avec une période de formation de 9 mois. On est bien d'accord, c'est pas du tout le même projet.
Ce qui est important, c'est de prendre le temps de bien le faire dès le début. Et de ne pas partir sur quelque chose, parce que ça peut paraître long et fastidieux, et parfois ça l'est. Et de ne pas partir sur quelque chose de bancal. Parce que finalement, après, ça laisse une image un petit peu de pas fini, parfois des formations qui ne sont pas toujours de la qualité attendue, peut-être des salariés qui ne sont pas contents de ce qui a été proposé et qui ne vont pas faire de la pub pour le prochain. Oui, ça prend du temps. Le premier prend du temps. Plusieurs mois, c'est combien? C'était 5-6 mois. 5-6 mois. 5-6 mois. Combien de personnes? Une dizaine. Une dizaine. Pour une dizaine de personnes, 5-6 mois. Les suivants, c'est à la fin, j'en montais en 15 jours, avec du recrutement par simulation. Donc c'est parce qu'une fois que les trames sont faites, que des modules sont connus, ou ne serait-ce que le cheminement des interlocuteurs à aller actionner pour savoir, et tous les dispositifs existants en termes de formation, forcément ça va beaucoup plus vite. Vous avez travaillé pour un peu en formation pour 10 personnes, vous étiez une équipe de 10 qui bossait pour cette entreprise. Non, c'était là pour le coup, sur ces 6 mois, c'était un. Moi j'étais DRH, Oui. je suis une DRH opérationnelle, avec une responsable formation. Donc, et là c'était pour 10 personnes, mais ça y a eu des. Après, pour le coup, ça a été des dizaines et des dizaines de personnes formées sur des parcours finançables. Un autre exemple, quelque chose qui n'aurait jamais été fait auparavant dans cette entreprise, une commerciale qui passe responsable du service ADV, administration des ventes. Donc elle change de service, elle change de métier. Et la première réflexion, c'est on va lui donner une formation en management pendant 3 jours, pour qu'elle s'occupe de son équipe de 35 personnes. C'est ce qui aurait pu se passer. Mais comme on était dans une démarche qui avait changé, c'était en début 2017, cette année, ça a été différent. De dire aussi maintenant, quel parcours est finançable? Parce que quitte à dépenser, autant qu'on récupère un petit peu. Et on va partir d'un parcours finançable qu'ensuite on va adapter. Et finalement, la responsable formation, à la fin, se prenait au jeu de chercher quel type de formation pouvait être financée à chaque fois qu'on avait une demande. Et c'était à quelle formation qu'est-ce que je vais aller chercher, qu'est-ce que je vais aller actionner, quel argent je vais aller récupérer. Et c'était devenu finalement un plaisir. Alors, au début, ça ne l'est pas toujours, mais en tout cas, c'était devenu un petit peu un jeu. Je vais dire, maintenant, il faut que je trouve comment financer ça. Un autre exemple. Du coup, le parcours là, sur cet exemple-là, Oui. il était de combien de journées pour cette directrice commerciale? Le parcours, je crois que c'était une quinzaine de jours. 15 de jours. Ouais, je crois que c'était ça. Donc simulé sur quelques mois. Et on avait adjoint, parfois ça rentre, parfois ça rentre pas, du coaching individuel. Ouais. Et quel titre là elle avait obtenu? J'ai plus en tête le titre exact, c'était manager de. C'était forcément du diplôme ou du certifiant. Oui. D'accord. Oui. Donc on va chercher, donc c'est vrai, la première étape c'est aller chercher ce qui est finançable, donc le diplômant, certifiant, le titre Ça professionnel. peut être si court que ça, puisque des Ça de peut. 15 jours là. Ça peut, en fait, ce qui se passe, si on rentre un petit peu dans le détail, sur un parcours comme ça, qui n'est pas en prêt-à-porter, il y a une évaluation des compétences déjà acquises. Il y a une pré-évaluation. D'accord. Donc elle n'avait pas tout le bloc. Exactement. Okay. Parce que Il peut y avoir, c'est comme a priori. Voilà, il peut y avoir Ok. des. Voilà, ça peut partir de 300 heures au départ, et puis la personne n'a besoin que de 70 ou 50 En heures. général 150 ou 100. Voilà. D'accord. Exactement. Bien vu. Donc, c'est un autre exemple, une formation sur un process technique, avec des agents de maintenance qui doivent intervenir sur ces process. Et le process est tellement important que la formation dure 50 heures. Ça commence à devenir un peu long, juste pour. Et la réflexion était de dire, voilà, et puis avec une facture de plusieurs dizaines de milliers d'euros, comment on fait? Et bien, on vous propose un CQP maintenance. Un CQP maintenance,
diplômée il y a longtemps, je souhaiterais continuer. Donc on arrive à faire tout ça. Et puis, deuxième, et c'est pour ça que vos alliés sont très importants, deuxième écueil, la société qui forme est suisse. Donc évidemment, on ne finance pas un organisme de formation suisse. Et le travail a été fait avec cet organisme de formation et avec l'OPCA qui nous a dit vous avez un moyen, c'est vous trouvez une filiale française. C'est ça. Qui a réussi à se faire certifier organisme de formation pour pouvoir derrière, en passant par un jeu de refacturation interne à leur groupe, obtenir les financements. Ça demande, oui, un peu d'exercice. Ça demande surtout de l'anticipation. Ça demande de l'anticipation, un peu de temps, mais encore une fois, plus vous pratiquez, plus ça va vite. Du coup, aujourd'hui, toi, ton rôle clair là-dedans, c'est quoi? Du coup, Moi, mon rôle, aujourd'hui, alors j'ai pratiqué, tout ce que je vous ai présenté, je l'ai testé et éprouvé, ça marche, avec évidemment des degrés différents. Je l'ai testé, approuvé, éprouvé en tant que DRH, je l'ai fait en tant qu'accompagnant auprès d'entreprises qui ont souhaité se lancer dans ce type de démarche, soit de recrutement par simulation en nombre et qualification, soit des entreprises qui souhaitent dire moi j'ai un plan de formation, il commence à me coûter un peu cher, qu'est-ce qu'on fait? Et donc reprendre la démarche, comme je vous l'ai dit, de vérifier ce qui s'est passé sur les plans passés, quel est le plan, quels sont les objectifs et l'anticipation, la vision sur l'année prochaine, et après la stratégie de l'entreprise, et qu'est-ce qu'on peut faire? Alors parfois on ne peut pas faire grand-chose, parce que soit le métier ne se transforme pas, soit il n'y a pas, la population ne rentre pas dans le cadre de parcours finançable, ça peut arriver. Soit il y a des optimisations à faire, et j'accompagne l'entreprise dans sa réflexion, avec le but toujours, c'est pas de faire à la place d'eux, mais c'est plutôt que la personne fasse avec des conseils. Et que la première étape, c'est quoi? Imaginons qu'une personne ici soit intéressée, la première étape, c'est quoi? C'est d'aller faire un diagnostic. C'est d'aller voir si oui ou non il y a optimisation possible. C'est-à-dire, en fonction de votre entreprise, de votre secteur d'activité, de ce que vous avez déjà l'habitude de faire, parce que dans les entreprises, les entreprises vont quand même chercher du financement, rares c'est donc celles qui font absolument rien. Est-ce que c'est optimisable ou pas? Et si oui, à peu près, voilà ce qui est faisable. Alors, on ne parle pas en argent, parce que tout est variable, mais en tout cas, c'est oui ou non, vous avez des parcours qui peuvent être créés et que vous pouvez optimiser. Et ensuite, j'accompagne dans la réflexion, dans l'accompagnement, ça dépend des entreprises jusqu'où elles veulent aller.